Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons passer une demi-heure ensemble et voici ce qui nous attend. Je recevrai sur ce plateau Félix Blanquefort, directeur régional de la Caisse des dépôts Auvergne-Rhône-Alpes. Cette caisse est décrite comme le bras financier de l'État et comme la banque des collectivités locales. Nous vous en dirons plus. Et puis comme tous les 2 mois, Cécile Bouget de Francesco viendra nous présenter sa chronique Initiative. Et enfin, un peu de musique avec Wilfried Barueco, chanteur. Il viendra nous présenter son travail et ses inspirations. Et puis c'est une émission un peu spéciale puisque Sébastien n'est pas sur ce plateau mais il est en direct de Grenoble au salon Mountain Planet, le salon de l'aménagement en montagne. Sébastien, salut. Salut Olivia. Alors, quels sont tes titres ce soir ? Alors bien évidemment, tu l'as dit, nous sommes en direct du salon Mountain Planet, ici en direct d'Alpexpo à Grenoble, pour parler de cette 23e édition de ce salon. Comme tous les 2 ans, les professionnels des métiers de la montagne ont rendez-vous pour une grande messe, pour voir les nouvelles tendances, les nouvelles innovations. Donc on va bien évidemment revenir sur ce salon. On aura un sujet de Kimberly Trivio et un invité, Laurent Vanna, économiste du ski. Et puis on aura également un autre titre, un sujet que tu as réalisé toi, Olivia, un sujet sur des patous, direction Faverges pour rencontrer des patous, puisqu'on sait, ces chiens de berger souffrent encore aujourd'hui d'une réputation de chiens agressifs. C'est une idée reçue que les éleveurs tentent de casser. Voilà pour les titres, on se retrouve dans une grosse demi-heure. Merci Sébastien, on se retrouve dans une demi-heure, tu l'as dit, à tout de suite. Et il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Félix Blanquefort, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes le directeur régional de la Caisse des dépôts, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez été nommé à ce poste il y a un peu plus d'1 an. Un mot pour résumer cette année ? Fructueuse, intéressante, passionnante, vivante, pleine d'ambition, beaucoup de succès. Beaucoup de succès, et puis la Caisse des dépôts, elle existe depuis 1816, donc ça fait quand même un bout de temps. Vous êtes une institution financière publique, mais vous êtes géré par le Parlement et non par le gouvernement. Alors on est sous la protection du Parlement, ce qui donne toute l'indépendance de choix de la Caisse des dépôts dans ses grandes décisions, dans à la fois ses ambitions et puis sa volonté de servir le territoire, tout en rendant compte aussi au Parlement et bien sûr à l'exécutif, mais sans en être véritablement inféodé. Donc c'est toute la valeur ajoutée de la Caisse des dépôts. Alors justement, expliquez aux téléspectateurs très concrètement et de façon pédagogique à quoi sert la Caisse des dépôts et comment est-ce qu'elle fonctionne. La Caisse des dépôts, c'est 5 métiers. Le premier métier, c'est de financer les territoires, le développement des territoires au travers de son établissement public, et on verra plus en détail, probablement tout à l'heure, ce qu'on fait pour le logement social, pour les collectivités territoriales, pour l'ANRU, mais également pour l'investissement, pour beaucoup de choses. Le deuxième métier, c'est de financer le développement des entreprises. Vous avez tous ce sigle en tête, le sigle de BPI, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, mais avec laquelle on travaille très étroitement. D'accord. Le troisième métier, il y en a 5, c'est de gérer toutes les retraites de la fonction publique territoriale, les retraites des élus, ce qui est considérable, mais aussi la formation professionnelle. Il y a 2 autres métiers qui sont des métiers d'investisseurs. La Caisse des dépôts investit en fonds propres et détient des participations dans des sociétés majeures pour le développement du pays, de la nation. Dont la Compagnie des Alpes. Dont la Compagnie des Alpes, bien évidemment, et qu'on place plus favorablement dans le groupe Caisse des dépôts et donc dans les filiales. Les filiales, il y a Transdev, il y a Aegis, il y a la Compagnie des Alpes, il y a CDC Habitat, le nouveau nom de la Société nationale immobilière. D'accord. Il y a la CET, qui est un organisme d'ingénierie. Donc le groupe Caisse des dépôts, c'est toute cette valeur ajoutée qu'on est capable de mettre en commun au service de l'intérêt général. Alors justement, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que, financièrement, comment est-ce que ça marche concrètement ? Alors, d'une part, nous avons un mandat de gestion de l'État pour transformer le fonds d'épargne, les fonds que nous plaçons principalement sur le livret A, pour les transformer en logement. Bon an, mal an, ce sont à peu près 110 000 logements qui sont créés par an sur ce plan de financement. D'accord. On agit auprès des bailleurs sociaux dès lors qu'ils obtiennent des agréments de l'État pour financer 80% des logements qu'ils font sortir de terre. Ces bailleurs sociaux, ils ont vraiment besoin de votre aide ? Quelle est la problématique qu'ils rencontrent sur ce territoire en particulier ? Alors, c'est un territoire très spécifique.
Notamment, plus on s'approche du Léman, plus le foncier est cher et plus ce territoire est, dans notre jargon, considéré comme tendu. Donc construire du logement social pour les familles les plus modestes, avec un foncier extrêmement cher, devient un équilibre extrêmement périlleux et difficile pour les bailleurs sociaux. Il faut arriver à trouver les moyens de financement les plus adaptés, mais aussi l'ingénierie et l'ingéniosité la plus véloce, la plus agile, pour essayer de démembrer cette propriété qui grève un peu la construction. Ce territoire, si je crois tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis arrivé, s'enrichit tous les ans de 10 000 habitants. Nous arrivons à peine, tout bailleur confondu, à créer 2-3 000 logements par an sur ce territoire. C'est insuffisant, il faut qu'on puisse accélérer, et les réflexions que nous conduisons aujourd'hui avec le logement social, même s'il est un petit peu bousculé sur ses fondamentaux, visent à atteindre ces objectifs-là, à répondre à ce besoin par une offre plus facile, plus rapide, moins chère. Alors, vous aidez financièrement ces bailleurs sociaux, mais du coup, vous avez votre mot à dire. Comment est-ce que vous participez à ces constructions, autre que financièrement? Alors, sur le plan financier, ce sont des prêts, les prêts selon différentes modalités. Nous allons de plus en plus vers la création nous réfléchissons à la création de foncières visant à ce que justement cette propriété foncière puisse être démembrée juridiquement en cédant l'usufruit au bailleur social pour qu'il ne puisse pas supporter la totalité de la charge foncière. Ça, c'est le premier volet de l'accompagnement. Il y a également un accompagnement plus stratégique, puisqu'aujourd'hui, les dispositifs de la loi de finances ont réduit les marges de manœuvre du logement social en visant à ce qu'il puisse se rassembler. Nous accompagnons aussi cette réforme du logement social en les aidant à réfléchir sur la création de communautés de bailleurs, sur la réflexion sur leurs coûts de gestion, tout en maintenant le niveau de production. Et on garantit par d'autres moyens financiers l'encouragement à maintenir le niveau de production en apportant des fonds en haut de bilan. Alors, donc on parle de la construction de logements sociaux, mais il y a aussi la rénovation urbaine. Donc avec ce programme national du renouvellement urbain, c'est comme ça qu'on l'appelle, plus de 30 millions d'euros y seront dédiés en 2018. Est-ce que vous avez un exemple concret ici dans nos pays de Savoie d'une action qui sera menée prochainement? Alors, il y en a beaucoup en fait. On peut prendre l'exemple d'Albertville. C'est en Savoie, c'est une ville qui est assez marquée, c'est un fond de vallée. C'est l'histoire des Jeux Olympiques de 92 et les traces qu'ont laissé tous ces éléments de construction urbaine sur un périmètre qui est assez restreint. On essaie d'accompagner aujourd'hui les acteurs locaux aux côtés de l'ANRU, qui en finance une partie, sur la démolition, reconstruction intelligente. Nous sommes aujourd'hui aux côtés du président de la communauté d'agglomération et du maire de la ville pour réfléchir et les accompagner financièrement dans leur stratégie, qui peut parfois être un peu aussi agile. Il n'y a pas que la démolition sèche d'une centaine de logements. C'est aussi une réflexion qui est conduite pour transformer certains d'entre eux, nous disait le maire hier, en immeubles de bureaux. D'accord. C'est pas unique. Garder le caractère d'un quartier, essayer de conserver, tout en améliorant la vie des habitants, essayer de conserver ces caractéristiques de ces gens qui y ont grandi, qui y ont vécu. Tous les quartiers ne sont pas mal famés, toutes les situations ne sont pas noires. Et l'ANRU sert justement à ça, et on est très fiers d'accompagner les territoires dans cette vision-là, financièrement, mais aussi en ingénierie, et parfois en étant très ingénieux. Nous sommes à Albertville, on monte direction les stations de ski. Oui. La saison touche à sa fin. Vous accompagnez le développement des montagnes et des stations. Quelles sont les priorités vraiment à mettre en place en station? Ce qu'on propose, c'est 3 ou 4 choses. D'abord, le modèle des stations aujourd'hui est un véritable tracteur économique. Elles sont reconnues en Haute-Savoie et en Savoie, dans le monde entier. Ce modèle-là, il faut le renforcer. Il faut en même temps, lorsqu'on regarde l'évolution de la trajectoire plus 2 degrés, l'aider à se reconvertir, aider les territoires pour lesquels on a besoin d'une diversification, à se conformer à quelque chose qui soit en même temps attractif sur l'aspect neige, mais aussi très intéressant
sur le modèle 4 saisons, sur le modèle 2 saisons, faire de la montagne intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous proposons un contrat montagne aux élus locaux, aux acteurs de la montagne qui agit sur tous les segments. Un premier segment d'ingénierie qui permet de réfléchir sur le tourisme, comme par exemple en Savoie, dans les Bauges, où nous accompagnons la communauté d'agglomération de Chambéry, mais aussi réfléchir sur des situations plus particulières, parce qu'il faut maintenir ce modèle dès lors qu'on est au-delà des 1800, parce que ce modèle a ses valeurs, ce modèle a ses vertus, et une véritable attractivité. Donc, là, mais il est fragile. Il faut en garantir justement les faiblesses, et c'est ce sur quoi nous essayons d'agir. Alors, agir comment? On ne va pas couvrir la montagne de remontées mécaniques pour compenser le déficit en lit chaud. C'est aussi agir sur la transformation du foncier existant ou celui à venir pour maintenir une capacité de lit chaud permettant à ce système d'exister. Mais dans un monde très vertueux, dans lequel on ira vers de l'autosuffisance énergétique, l'amélioration des consommations, de la montagne intelligente où on pourra piloter ces dispositifs à la fois de gestion de l'énergie, mais également sa manière de skier. Donc on le retrouve par exemple sur le projet de Corinne Méroni à Aime-la-Plagne, on le retrouve un petit peu plus au sud, alors on n'est plus en Savoie mais en Isère sur le projet de Champs-Rousse, dans beaucoup d'autres stations, où on développe cette intelligence de montagne avec des acteurs économiques, les majeurs du ski qu'on retrouve ici en France, qui se sont très largement impliqués dans ces projets. Donc c'est un sujet d'ensemble, et on essaie d'intervenir en fonds propres, puisqu'on investit aux côtés des collectivités territoriales, dans de l'économie mixte, pour renforcer le modèle des stations, des exploitants de remontées mécaniques, mais aussi essayer d'apporter autre chose en matière d'énergie. Donc renforcer le modèle en matière énergétique également, pour avoir des logements moins énergivores. Vous savez, cette panoplie de logements qui a été créée dans les années 60-70 et qui aujourd'hui sont très consommateurs d'énergie électrique et pour lesquels demain les acteurs sont beaucoup moins enclins à envisager la suite. Donc il faut bouleverser un petit peu ce modèle. On est également très présent sur les sujets de mobilité douce en montagne, essayer d'améliorer, et le sujet des ascenseurs valéens, du transport par câble, est un vecteur sur lequel on essaie de s'intéresser de très près dès lors que les projets arrivent à maturité. Je pense chez vous au projet de Funiplen, par exemple. Il y a le projet de La Plagne également, qui sont des très beaux projets sur lesquels nous sommes prêts, nous, en tant qu'investisseurs, à accompagner les acteurs publics pour faire que ce projet fonctionne, à amener de l'ingénierie, du savoir-faire, et c'est toute la force du groupe Caisse des dépôts. De toute façon, si un projet, selon vous, n'est pas viable, vous n'investirez pas? Alors, on n'investira pas, mais là, c'est vraiment une hypothèse catastrophe. Tout l'intérêt de la Caisse des dépôts, c'est de déployer toute l'ingénierie possible et imaginable pour rendre viable ce projet. Pour essayer, d'abord, c'est notre ADN. Il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très ambitieux, mais aussi très agile, de pouvoir abaisser un petit peu la rentabilité qu'on attend de ce type de projet pour faire qu'on puisse, sur le long terme, avoir un outil qui serve l'ensemble des Savoyards et puis qui tire l'économie par le haut. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci, beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et il est temps de recevoir Cécile Bouget de Francesco. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors, je le disais, comme tous les 2 mois, tu viens nous présenter ta chronique initiative. Et on commence avec la Mémoire des Forges. La Mémoire des Forges, oui. C'est un projet qui est porté par l'association Autour des Forges. Une association qui est née en 2015, au moment où les forges de Cran, qui aujourd'hui s'appellent Alpine Aluminium, sont passées aux mains de leurs salariés. En fait, c'est devenu une SCOP. Et donc, pour, entre autres, sensibiliser et le public et les partenaires financiers, ils ont créé cette association donc, qui, au départ, s'occupait de ça. Ensuite, a pris en charge un peu de formation pour aider le personnel qui restait à évoluer avec ce nouveau contexte, à recruter aussi. Et puis, le troisième volet, c'était d'ouvrir l'usine au bassin de vie à travers des visites. Donc aujourd'hui, tous les mercredis matins,
on peut aller visiter sur inscription, bien sûr, les forges de Cran, enfin, alpine aluminium. Et puis, c'est dans le cadre de ces visites, qui aussi sont proposées aux Journées européennes du patrimoine, que l'idée est venue aux personnes qui gèrent cette association de récolter des témoignages, parce qu'il y avait une personne qui était là, qui avait travaillé à peu près 30 ans, à partir des années 50. Et donc, du coup, ils se sont dit, voilà, c'est une mémoire qu'il faut conserver. Donc, ils se lancent dans une collecte de témoignages. Donc, à travers ce projet, l'idée, c'est évidemment de reconstituer l'histoire des forges de Cran, puisque, pour la petite histoire, c'est quand même le plus vieux site industriel encore en activité du bassin d'Annecy. Donc, c'est vraiment un site important qui fabrique donc de l'aluminium. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte de mieux connaître cette histoire pendant qu'il en est encore temps. Cette belle histoire en plus. Oui, parce qu'il y a eu la révolution industrielle entre-temps. Enfin, il y a eu plein de choses, parce que c'est une entreprise qui est plus que centenaire. Hein. Donc, de se souvenir de comment tout ça s'est passé. C'est aussi pour nourrir toutes les visites qui sont faites aujourd'hui, pour donner peut-être des choses un peu plus, des anecdotes, des choses comme ça. Et comme disait Yanis Sotti, qui est l'un des coordinateurs du projet, me disait, pour que ça ne se perde pas. Parce que voilà, toutes ces histoires, à un moment donné, vont s'éteindre. Donc, les collecter pour l'instant avec des documents, des objets, des photos, enfin tout ce qu'il est possible de récupérer, pour reconstituer cette histoire-là et évidemment la restituer au public. Donc on ne sait pas encore comment, si c'est une expo, un événement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais, donc si les personnes veulent participer à ce projet, on peut écrire. Il y a 2 adresses mail à qui on peut envoyer un petit mot. Et puis ça se fait sous forme d'interview audio ou vidéo. Et elle s'affiche d'ailleurs juste en bas de l'écran, on peut les voir. Super. Et puis une autre petite histoire avec les cantines, les petites cantines. J'allais me tromper. Les petites cantines. Alors ça, c'est un projet qui est en gestation. L'idée est née à Lyon. C'est d'un parcours personnel un peu douloureux. L'idée est venue de se dire, dans les moments difficiles, on a tendance à se replier sur soi. Donc, les petites cantines, c'est un lieu pour manger. Pour créer du lien. Leur credo, c'est de lutter contre l'isolement, la précarité relationnelle, l'anonymat et de renforcer le lien. Alors, ce n'est pas du tout un endroit où viennent se restaurer des personnes qui sont nécessiteuses ou qui n'ont pas les moyens de se faire à manger. Hein. D'accord, c'est différent. C'est vraiment sur le lien, le côté relationnel. Donc, les personnes viennent cuisiner ensemble dans une pièce où il y a tout le matériel et les tables après pour prendre le repas et déjeuner ensemble. C'est beau. Donc ça veut dire se retrouver à table avec des gens, des voisins, mais pas que, parce qu'on peut aussi venir juste déjeuner. D'accord. Donc pour les gens comme moi qui sont nuls en cuisine, ils peuvent juste venir profiter de ce qui aura été préparé en amont. Donc ça, c'est un projet à Annecy. L'idée, c'est aussi de mettre une contribution libre. Alors évidemment, il y a un prix suggéré parce que l'idée, c'est quand même que le fameux restaurant participatif soit viable financièrement. Donc on suggère 9 €, mais on peut mettre plus. Et puis, ce sont que des produits pour manger bien. Donc locaux, circuits courts, peut-être bio. Ça s'inscrit dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que c'est aussi récupérer des aliments, des invendus, des magasins bio, etc. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs petites cantines en France et on espère bientôt une à Annecy. Et l'équipe de Isabelle Lagrute, qui est porteuse du projet avec Ariane Schmitt et Didier Huin, ils espèrent pouvoir faire une cantine éphémère avant l'été. Voilà. Au moins pour découvrir. Pour qu'on découvre, il y a déjà une quinzaine de bénévoles qui sont autour d'eux. Et donc, voilà. Très belle histoire, très belle initiative. Merci. Merci Cécile. Merci pour eux. Tu restes avec nous pour le prochain invité ? Je crois que oui. Eh bien, Cécile reste avec nous et il est temps de recevoir Barueco. Bonsoir. Barueco, bonsoir. Vous êtes artiste-chanteur. Vous sortez votre 3e album, Baruecop. Hop qui veut dire espoir, évidemment, et c'est le titre de l'une de vos chansons qui vient de sortir. En écoutant vos précédents albums, on peut dire que c'est un peu votre credo, l'espoir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourquoi ? J'accorde beaucoup. Alors même l'espérance, en fait. Moi, je traduis hope par espérance, parce que pour moi, dans espérance, il y a même la notion de croire en l'espoir. J'aime bien. Donc pourquoi ? Parce que c'est moi, parce que ça me ressemble, parce que je ne peux pas m'en empêcher.
D'ailleurs, on va écouter un tout petit extrait de Hope, justement, D'accord. votre dernière chanson. Normalement. Ou pas. Alors, en attendant que le son arrive, c'est bon. Aujourd'hui le monde se sent vivant. Aujourd'hui on sait qui l'on est vraiment. Aujourd'hui de vrais signes de changement. Le monde s'est arrêté, puis est reparti autrement. Aujourd'hui on prend soin de nos planètes. Aujourd'hui le calme après les tempêtes. Aujourd'hui la vie célèbre la fête. Voilà, on a écouté un extrait de Hope, donc l'une de vos dernières chansons. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Vous avez apporté votre album que vous avez reçu ce matin. Ouais, c'est ça. J'ai écouté une autre de vos chansons mais précédentes dans Réveille-toi. Ouais. Vous différenciez l'être humain de l'homme. Ouais. Expliquez-nous. Ben, c'est dans une chanson qui s'appelle Être humain, où je dis que... je décris effectivement l'homme dans plein de ses travers. Et puis, je dis, ben voilà, avant j'étais un homme, mais ça faisait pas de moi un être humain, parce que pour moi, dans être humain, justement, il y a des qualités. Donc c'est une chanson qui vise à dire, ben, avant ou même encore maintenant, hein, voilà, tous les travers de l'homme. Et j'aimerais bien qu'on devienne des êtres humains avec amour, avec bienveillance, avec intelligence du cœur. Voilà, donc c'est pour différencier les deux. Dans une chanson, on essaie d'adopter un point de vue et puis de mettre en scène comme ça le propos, quoi. Je voyais dans l'une des interviews à laquelle vous aviez répondu, vous disiez que vos amis vous appelaient le doux rêveur. Ouais, tout vous à êtes fait. utopiste? Bah, c'est eux qui le disent. Moi, je crois pas. Après, voilà, ça dépend ce qu'on appelle utopiste. Pour moi, une utopie, c'est quelque chose qui n'a pas lieu. Il suffit de lui donner un lieu et hop, ça devient autre chose qu'une utopie. On passe à une autre chanson. Ouais, En 2010, avec vous joie. chantiez Un mal pour un bien. Ouais. Là, on passe à autre chose. Hein. On parle plus d'espérance, mais vous dénoncez, entre autres, dans cette chanson, la mort du disque à cause du téléchargement illégal. Ouais, à cette époque, ouais, on en parlait beaucoup, je me souviens. Ouais. C'est toujours le cas, évidemment. Et vous, ouais. en tant qu'artiste? Bah, moi, je suis complètement à contre-courant parce que je continue à faire des disques. Au niveau du style musical, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se barre un peu du côté électro. Moi, je vais plutôt du côté de la musique classique, là, dans ce disque-là. Donc voilà, je m'inscris vraiment en différence dans ce qu'il faut faire en ce moment, quoi. Et comment est-ce que vous vous inspirez? Si vous allez à contre-courant, comment est-ce que vous... Mais parce qu'en fait, je m'en occupe pas, moi, de tout ça, des modes, etc. Moi, je suis un peu mon évolution déjà en tant qu'homme. On évolue tous dans nos vies, et puis mon évolution d'artiste, elle est en parallèle à cette évolution-là. Donc je vais au gré de mes envies, puis surtout de mes rencontres. Dans ce disque-là, il y a des rencontres au niveau de l'écriture. J'ai fait 2 belles rencontres, et du coup leur présence est quand même assez marquante et vraiment marquée dans le disque. Et puis aussi au niveau musical, ben voilà, on a le Racine de vie qui était donc une expérimentation au départ. C'était juste pour faire un one-shot, un spectacle un peu symphonique. Et puis en sortant de scène, on s'est dit ce soir-là, mais qu'on ne pouvait pas juste s'en tenir à ça et qu'on avait envie de mettre ça sur un disque. Justement, quelles sont, je vais vous demander, vos influences? Vous dites que vous rencontrez des personnes qui Ouais. changent votre façon de travailler. Ouais. Quelles sont vos influences et comment est-ce que vous composez vos morceaux? Moi, ça m'intéresse. Est-ce que Ouais. c'est la mélodie avant les paroles avant la mélodie? Ben, ça dépend des chansons. J'ai pas une recette qui serait toujours la même. Mais par contre, selon les chansons, en fait, j'ai un peu 2 mémos. J'ai le mémo des idées de texte. Hein, dans mon téléphone, j'ai plein de petites idées, ou alors même des mémos vocaux comme ça, quand il me vient une idée. Et puis, de la même manière, j'ai des idées de mélodies qui me viennent.
Puis à un moment donné, quand je me dis, bon, bah là, j'ai écrit une chanson, je vais en faire quelque chose, j'essaie de voir ce qui va matcher l'un avec l'autre. Et puis tout de suite, ça fait ou ça fait pas. Et donc voilà, je fais plusieurs essais comme ça. Je peux avoir une idée de texte que je vais essayer avec différentes musiques pour voir ce qui va vraiment fonctionner. Mais c'est purement de l'intuitif parce qu'on serait 2 ou 3 ou 10 à faire la même chose, que ça ne donnerait pas le même résultat en fait. Cécile, vous vous connaissez, hein, c'est pour ça que tu restes sur le plateau. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la musique de Barueco? Alors évidemment, je suis fan. Non, je trouve qu'il a une facilité à rendre les choses... je ne sais pas comment dire. On pourrait, en lisant ses textes ou en écoutant certaines de ses musiques, on pourrait se dire c'est un peu trop gentil, un peu trop doux. Mais il a ce talent-là de faire en sorte que non, c'est pas naïf du tout. Et si on écoute bien les textes, il y a des chansons qui nous mettent une pêche d'enfer, il y a des chansons qui nous apaisent. Et puis la musique, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il a ce don-là de partir de choses qui paraissent simples et d'en faire des très très belles choses. Des très très belles choses qui sont d'ailleurs dans cet album, le dernier que vous avez reçu ce matin, comme je le disais. On est monnaie là. Donc Barueco, Ouais. le fameux, votre 3e album. Oui, On peut dire ça comme ça. Ouais. J'ai vu sur votre site, on peut être co-créateur de cet album. Exactement. Expliquez-nous. Ouais. Co-créateur, c'est-à-dire que j'aime bien l'idée de dire que quand on va... bon, c'est en rapport avec toutes les plateformes de participation financière, hein, Crowdfunding. Voilà, de crowdfunding, exactement. J'aime bien l'idée que quand quelqu'un va faire la démarche de venir donner pour qu'une aventure puisse se poursuivre, elle se connecte au projet complètement, en fait. Et bon, moi, j'essaie de donner des nouvelles comme ça à ceux qui ont donné assez régulièrement, une petite news pour dire, bah voilà, là, vous m'avez permis, par exemple, de payer tous les musiciens qui sont venus au studio pendant 2 jours ou plus. Vous étiez combien au total pour cet album? De musiciens ou Oui. de crowdfunding De musiciens. Musiciens, on est une bonne douzaine en D'accord. tout. Il y a eu des cordes, il y a eu piano à queue, des choristes aussi, ouais, on est même plus, parce que si on compte les choristes, on est en tout 20, 22. Donc ça fait du monde, ça fait des sous, et puis il y a des journées de studio, enfin tout ça, ça coûte vite de l'argent. Donc voilà, j'aime bien que les gens, ils n'ont pas juste passé 5 minutes à verser telle ou telle somme, mais ils font partie de l'aventure pour moi. Donc en fait, ils vont être des co-créateurs parce qu'ils m'aident à créer ce disque et aller au bout de ma création, quoi. L'élément financier, aujourd'hui, il est quand même important. Des co-créateurs qui vont pouvoir vous retrouver vendredi sur scène, du coup. Ouais, Camille exactement. me dit Et dans samedi. l'oreillette qu'une certaine Audrey sur Facebook a donné rendez-vous à tous les téléspectateurs à Albi-sur-Chéran vendredi et samedi. Chouette. Ça se concrétise, ça y est? C'est le bonheur d'aller sur scène? Ah, moi, c'est là que je me sens vraiment centré dans mon énergie. J'adore. Pour moi, le métier de chanteur, c'est là. C'est plus là qu'en studio. Bien que le studio, ce travail un peu de laboratoire comme ça, j'aime aussi. Mais c'est vraiment pas pareil. Et de monter sur scène avec les copains et face à des gens, proposer nos créations, enfin, c'est joyeux, c'est chouette d'aller raconter, d'aller parler d'amour, d'espérance devant 200 voire plus spectateurs. C'est incroyable en fait. Comme Où situation. est-ce que exactement vous attendez les spectateurs, du coup, vendredi et samedi? Alors ça va se passer au pôle culturel et sportif du Pays d'Albi, qui est une toute nouvelle salle. Donc justement, c'est encore pas très connu, mais en fait, c'est hyper facile à trouver parce que c'est à côté du collège d'Albi-sur-Chéran, collège René Long. Du coup, il y a un grand parking gratuit, c'est super facile à trouver. C'est à côté, à 2 minutes d'une sortie d'autoroute. Enfin voilà, tout est vraiment réuni, les conditions sont réunies pour que ce soit facile pour les gens. Où est-ce qu'on achète ces billets? Alors, ou bien sur place, il y aura une billetterie sur place, puisque c'est pas plein, ou bien il y a une billetterie à Internet qui a été mise en place sur un site qui s'appelle WizEvent. Bon, le lien est un peu long du coup, mais c'est trouvable. On mettra le lien en Voilà. commentaire. On peut aller sur barueco.fr, barueco donc .fr, et puis on suit les liens et on trouve facilement.
Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Bon de m'avoir concert reçu, pour de ce nous avoir week-end. reçus. Je suppose que Cécile Merci. sera là, en fan. Hélas, non, parce que je Malheureusement, serai moi-même sur une autre scène loin Ouais. d'ici, mais De star. j'enverrai tout ce qu'il faut depuis là. Et puis là, Et là, surtout là, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci. Juste avant le journal, donc présenté par Sébastien, nous on va se retrouver quelques minutes pour lancer les titres. Mais pour l'instant, le rappel des titres, on va à Palexpo à Grenoble au salon Mountain Planet et on abordera aussi le cas des patous. Sont-ils des chiens vraiment dangereux ? A tout de suite pour le début du journal et ensuite vous retrouvez Sébastien Germain et Kimberly Trivio et nous on se retrouve à 18h demain. Bonne soirée.